les problématiques pour lesquelles on fait venir un DSI de transition, c'est pas toujours des problématiques techniques, c'est pas toujours des problématiques d'organisation, c'est très souvent des problématiques humaines, des personnes qui fonctionnent plus ensemble et qu'il faut refaire fonctionner ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et 2 ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnels. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bon et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Franck Hernandez, qui est DSI Transition depuis 7 ans. Bonjour Franck. Bonjour Bertrand. Donc on est dans la saison en partenariat avec Infortive où on a pu voir pas mal et écouter surtout pas mal de DSI Transition qui nous expliquaient leur métier, mais aussi des missions typiques de carve-out, de fusion, d'acquisition, mais pas que, voilà, de gestion d'urgence. Et on s'est aperçu et c'est quand même un fil rouge de l'épisode, enfin de la saison, qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la gestion des hommes et des femmes des équipes, à quel que soit le niveau. Et ça va être un peu le fil rouge de notre épisode d'aujourd'hui avec toi, Franck. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de tes expériences? Ça permet aux auditeurs de mieux comprendre ensuite la suite du propos. Oui, ben moi j'ai démarré dans l'informatique comme chef de projet, j'ai été consultant, directeur de projet, patron de BU en CS2I, DSI. J'ai créé une société aussi dans le domaine du conseil auprès des entreprises pharmaceutiques. Et puis depuis 2016, je suis DSI Transition. Ok. Et c'est les tailles de boîtes dans lesquelles tu as travaillé, ça allait de quelle boîte à quelle taille? C'est assez variable. Si je raisonne en termes de taille d'équipe informatique, j'ai été DSI dans des équipes de 10-20 personnes jusqu'à 80 personnes. En termes de sociétés, on va dire des sociétés des grosses PME, des filiales de grands groupes ou des sociétés jusqu'à 2 milliards de chiffre d'affaires. Ok, très clair. Et donc du coup, Franck, quand on s'est rencontrés, tu me parlais que souvent il y avait dans toutes ces missions-là, toutes les missions que tu as faites, la dimension humaine, la dimension équipe était super importante. Ouais, Tu m'as même dit qu'il y avait des fois des missions. elle est plus que super importante, elle est prépondérante en fait. C'est-à-dire que on s'aperçoit souvent les problématiques pour lesquelles on fait venir un DSI de transition, c'est pas toujours des problématiques techniques, c'est pas toujours des problématiques d'organisation, c'est très souvent des problématiques humaines, des personnes qui fonctionnent plus ensemble et qu'il faut refaire fonctionner ensemble. Et ça, c'est dans toutes tes missions, tu as eu t'as cette composante-là. Oui, effectivement, dans toutes mes missions, j'ai une partie, j'ai cette composante-là qui est importante, et dans quelques missions, elle a été même, c'était même la partie la plus importante, puisque j'ai quelques missions où j'étais vraiment en forme de coaching auprès des équipes, voire auprès du DSI. Ok. Et si donc du coup on reprend des missions que tu as faites, en général, tu arrives parce qu'il y a un blocage projet pour le reclage IT ou c'est plutôt une compréhension de la direction générale il faut faire quelque chose par rapport aux équipes parce qu'elles n'arrivent plus à travailler ensemble. Est-ce que c'est d'abord une question
de projet d'IT qui fait que tu viens, ou c'est vraiment des fois, enfin majoritairement le fait que c'est de l'humain? Moi, je dirais, moi, dans mes expériences, depuis 2016, j'en suis à pas loin d'une petite dizaine, 9 ou 10 expériences de DSI transition. La majeure partie, j'ai eu des problématiques humaines, des vraies problématiques humaines euh, intéressantes et, et marquantes, je dirais, à gérer. De mes dernières missions dans le luxe, ça consistait effectivement à revoir toute l'organisation de la DSI qui était séparée en deux branches totalement distinctes qui ne se parlaient pas. Dans le cadre de l'arrivée d'un jeune DSI que j'ai coaché pour qu'il prenne toute sa dimension dans le cadre de cette nouvelle organisation. Et une nouvelle organisation, bah, c'est des gens qui se parlaient pas, qui vont apprendre à se parler, à se respecter et à travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est vachement important parce que on va arriver à des résultats quand on va travailler ensemble. Ok, mais du coup, quand tu arrives dans ce genre de mission, juste pour être sûr de comprendre, euh, tu as une direction enfin, t'as une direction qui te dit j'ai un problème projet et du coup, ce projet, il faut qu'il avance, sinon on est dans la panade, ou c'est là, mes équipes, elles se parlent plus et je comprends pas, il faut changer. C'est quoi la direction principale, initiale? Dans cet exemple précis, dans le luxe, le point de départ, c'est une refonte de l'organisation voulue par la direction générale. Et cette refonte de l'organisation, bah, elle doit être accompagnée, elle doit être coachée, elle doit être expliquée, elle doit être partagée. Et la mission du manager de transition, c'est d'apporter tout ce liant qui va permettre effectivement aux équipes de mieux travailler ensemble. C'est un point de départ, une demande de la direction, une demande de la direction générale qui doit être portée au niveau des équipes. Ben, je dirais que pour moi, je vais être provocateur, il n'y a pas de problématique technique. C'est-à-dire que les problématiques techniques, les personnes en place savent très bien les gérer. Ils n'ont pas besoin d'un décès de transition pour résoudre leurs problématiques techniques. Par contre, elles ont besoin d'un apport extérieur pour définir leurs priorités, faire passer des solutions que les gens ont effectivement déjà entre eux. Et je dirais pour moi, la qualité principale du décès de transition, c'est de l'écoute. Et cette écoute, elle passe par moi, ce que je fais systématiquement, je passe du temps avec chaque personne pour comprendre les problématiques, pour comprendre d'où viennent les blocages. Et donc il y a beaucoup d'écoute en fait. Ok. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, en tant que DSI de transition, en modulo, j'imagine des fois, bien sûr, des gaps de compétences ou un nouveau projet spécifique où il y a besoin d'une ressource complémentaire, une expertise complémentaire, c'est toujours une problématique et une gestion de comment on remet en place les équipes pour qu'elles puissent travailler dans un bon cadre. C'est ça? Voilà, je dirais dans une majorité de missions que j'ai pu moi-même effectuer. Hein. Après, Bien sûr, bien sûr. j'ai fait des missions de carve-out où là, on a d'autres typologies de problématiques. Mais effectivement, dans ces missions où le DSI transition apporte finalement son expérience pour dégager les solutions que les équipes ont déjà définies et ont déjà solutionnées. Donc on arrive comme un adjuvant en fait. Si je prends un parallèle avec les expériences de chimie, euh, le DSI transition c'est un adjuvant. Le DSI transition, c'est un adjuvant. J'aime ça. Et du coup, quand quand tu te positionnes comme ça, parce que du coup, c'est aussi une forme de conviction, tu parles des équipes dans lesquelles tu interviens, donc, le côté plutôt les chefferies de projet, les responsables, infrastructure, etc. Mais est-ce que tu n'as pas la même chose lié au niveau plutôt la relation avec
la direction générale. C'est-à-dire qu'un adjuvant, c'est sur les deux parties, non? Oui, oui, bien sûr. La direction générale, elle va me missionner, donc elle me donne des objectifs. Ces objectifs, c'est les objectifs qui sont définis au début de la mission et qui généralement vont bouger très vite, puisque je vais avoir une phase d'observation le premier mois, et au bout d'un mois ou d'un mois et demi, je vais présenter un rapport d'étonnement avec différents axes de travail qui vont me sembler prioritaires, et ce qui va permettre de revoir la feuille de route initiale. C'est-à-dire que je vais découvrir des choses, et c'est quasiment tout le temps le cas. Je vais découvrir des choses qui vont me sembler importantes, que je vais remonter et qui n'étaient pas dans la feuille de route initiale et qui vont en faire partie parce que ça fait partie des conditions de réussite. Et quand voilà, tu arrives dans la mission, etc., on te donne voilà, la mission de redresser à bas, et que tu t'aperçois qu'il y a quand même un gros enjeu au niveau de la direction, au niveau, voilà, au-dessus des équipes, pour que les équipes puissent bien travailler. Comment tu t'y prends? Parce que j'imagine que les gens, ils te missionnent pas pour les challenger eux, mais challenger les équipes. Comment tu te positionnes, comment tu te débrouilles là-dessus? C'est une bonne question, mais je dirais une bonne direction générale, et elle va me fixer des objectifs, non pas pour challenger les équipes, mais pour avoir des véritables résultats. Donc, si la feuille de route initiale, c'était de challenger les équipes, et si on s'aperçoit que c'est pas l'axe le plus prioritaire, moi, mon rôle, c'est de remonter ça dans mon rapport d'étonnement, et d'être cash avec la direction. Je dirais, c'est le privilège du manager de transition. On n'est pas là pour faire une carrière dans l'entreprise. Donc, on a une liberté de parole qu'il faut utiliser, évidemment. Ce que toi, tu dis là par rapport à ça, c'est que toi, tu es quand même payé au résultat. T'es pas là pour faire carrière chez eux. Est-ce que on va te juger sur si à chaque mission il y a eu un avant et un après Franck Hernandez, et donc du coup si il, il faut challenger la direction générale, et que c'est une bonne direction générale, elle te paye pour ça aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que l'organisation elle avance, et que donc du coup c'est normal de le faire, et si c'est pas le cas, ben, c'est qu'il y a déjà un souci, mais tu le feras quand même parce que c'est ta mission de faire avancer l'organisation, Oui, oui, et des fois oui, oui, c'est j'imagine qu'il ça. faut Alors, plus ou moins. on peut se trouver en porte-à-faux par moment, hein. C'est pas toujours facile. Ouais, j'imagine ouais, que ça ne doit pas être toujours facile, sinon tout le monde le ferait, on est d'accord. Quand tu dis, voilà, les équipes se parlent plus, j'arrive dans des contextes où les gens travaillent plus ensemble, etc. C'est quoi le pire que tu as vu en fait? Parce qu'on se rend pas compte, ok, d'accord, il y a toujours des gens qui font plus ou moins la gueule, ou il y a toujours des gens qui sont plus ou moins motivés dans cette période-là de l'année ou de la stratégie de la société, ok? Toi, tu es arrivé dans des équipes qui, enfin, c'est quoi? Elles se parlaient plus du tout, elles se parlaient même plus à Ah, l'oral. Elles- je vais te donner un exemple. J'ai eu une mission il y a quelques années dans le public d'une grande université régionale. Donc là, le contexte, les équipes ne se parlaient plus. Les personnes restaient dans leur bureau, la porte bien fermée, et s'envoyaient des mails, et surtout n'allaient pas se parler en face par rapport au bureau d'à côté. Chacun avait son... On va prendre une petite anecdote, mais chacun avait dans son bureau sa machine à café pour être sûr de ne pas rencontrer les autres à la pause café. Et quand j'ai commencé à interviewer chaque personne, j'ai eu pratiquement un tiers des personnes de la DSI. Il y avait 25-30 personnes. Un tiers des personnes qui me disaient qu'elles arrivaient le matin avec le ventre noué, et elles arrivaient à reculons parce que l'ambiance était mauvaise. Donc, compte tenu de ce contexte, c'est difficile d'avoir une productivité par rapport aux demandes métiers, de bien communiquer entre les différents services de la DSI, la partie applicative, la partie système, la partie réseau. Ben, ça communiquait pas bien,
Et donc, au final, les clients internes, n'étaient bien sûr pas satisfaits. J'imagine. Et cette Donc, non, situation-là a non, duré depuis combien de temps une avant qu'il te demande à toi de venir? Ça durait depuis combien de temps cette situation? donc, une situation bloquée. Le responsable informatique était parti depuis un an et depuis un an, on essayait de le remplacer, mais soit on trouvait personne, soit les gens ne restaient pas. Donc voilà, une situation bloquée depuis un an, mais qui en fait, quand j'ai commencé à creuser un peu, datait avait commencé à s'enquister depuis presque 7 à 8 ans. Non, mais ils ont 7 à 8 ans, et du coup, Non, pendant 7 à 8 ans, c'était ça. ce que je veux dire, c'est la situation avait la problématique qui était sous-jacente, datait d'il y a un événement qui datait de 7 à 8 ans et qui avait commencé à s'enquister depuis. Donc il a fallu remonter les ficelles jusqu'à ce moment-là pour Le péché originel, quoi. voilà ça. Donc moi j'ai fait un travail d'écoute active et à ce propos, j'ai été formé en CNV. La CNV, c'est la C'est communication, quoi? la communication non violente et c'est l'écoute active, l'écoute empathique. Et c'est des techniques que j'utilise beaucoup dans mon métier de DSI Transition. Et du coup, par exemple, c'est quoi les tips un peu pratico-pratiques qui sont les plus, que tu utilises le plus? Comme ça, on comprendra un peu mieux. Ce qu'on appelle l'écoute empathique, c'est l'écoute bienveillante, sans jugement, avec avec des reformulations pour être sûr de bien se comprendre. C'est des techniques qui permettent de mieux communiquer, en fait. Voilà. Ok, bon, De mieux d'accord. communiquer, de mieux se comprendre. Euh, et, euh, et donc, du coup, t'as dû remonter au péché original qui était quoi? C'était une choix de gouvernance, une nomination qui leur plaisait pas? C'était quoi le début du problème, hein, qu'on se rende compte aussi un peu de la nature de ce que ça peut Oh être? bah, le début du problème, c'était un DSI qui était parti, une prise de pouvoir d'une des personnes en interne, faute de DSI présent, une autre personne qui s'était positionnée sur le poste mais qui l'avait pas eu, donc des inimitiés qui étaient fortes et qui s'étaient enquistées et toute la DSI finalement était bloquée suite à ça. Donc j'ai écouté les différentes personnes. J'aurais demandé de se respecter et de prendre en compte de prendre en compte chacun. Ça, c'est des techniques très simples. Et puis par ailleurs, j'ai ouvert les portes, j'ai mis en place un espace de détente cafétéria et interdit les cafés dans les bureaux. Donc j'ai essayé de remettre du liant pour que les personnes communiquent ensemble. J'ai mis en place des réunions périodiques interservices, enfin, des choses très simples et qui ont permis tout simplement que l'ensemble des personnes re, reviennent dans une collaboration, reviennent dans un faire ensemble en fait. Et ça c'était, Dans un fer, hein. oui, reviennent dans le collaborer ensemble, dans le faire ensemble, dans l'appartenance à une DSI et non plus seulement dans l'appartenance à un service. Ok, qu'il y avait une seule équipe et pas des équipes, quoi. Exactement. Ok, très clair.
Et est-ce que tu as eu d'autres expériences où c'était moins ankylosé depuis aussi Oui, longtemps, mais où au final, c'était- c'est vrai que cette expérience dans l'université était quand même assez particulière dans l'historique des différents problèmes. Ce que j'ai eu d'autre comme expérience, toujours dans le public, j'étais amené à coacher un DSI qui n'avait plus la confiance de sa présidence. Donc ça, c'était assez particulier aussi, c'est-à-dire que j'ai débarqué dans un dispositif où j'étais j'étais finalement la personne envoyée par la présidence pour reprendre le pouvoir sur le DSI. Autant dire qu'il ne m'a pas forcément bien accueilli tout de suite. Donc là ce que j'ai mis en pratique, c'est tout simplement là aussi avoir, avoir, avoir beaucoup d'écoute, comprendre les problématiques. Et c'était des problématiques techniques, organisationnelles vraiment complexes. J'étais dans un système d'information où la sécurité était vraiment le maître mot. Il y avait des procédures vraiment complexes. Donc j'ai essayé de comprendre, je me suis mis au niveau du DSI et puis très vite on a fait une paire. Ce qui était important pour la réussite de ce projet, c'était d'arriver à bien collaborer avec ce DSI qui n'avait pas choisi d'être coaché. C'était ça, effectivement, le point, c'était ça, effectivement, le point majeur. comment tu inverses la vapeur, on va dire, parce que bon, Ouais. il- toi, tu as intérêt à l'inverser, mais lui, s'il se bloque, il se bloque, quoi. Ben, en fait, j'ai inversé la vapeur parce que tout simplement, j'arrive de l'extérieur, j'ai une vision neuve sur un certain nombre de manières de faire, et donc j'apporte de la valeur ajoutée. J'apporte de la valeur ajoutée et je lui fais prendre conscience euh, des difficultés qui sont perçues par les niveaux de management supérieurs, qui ont amené justement à cette mission de coaching, et je le fais progresser. Je lui apporte des éléments de réflexion sur sa manière de travailler. Donc je le fais progresser, et lui m'apporte des éléments sur sa perception et ses différentes compétences sur le système d'information de l'entreprise qu'il a lui-même fortement contribué à monter. Et donc on est dans un échange en fait. Et c'est cet échange qui permet la réussite. Si on est dans un sens unique, chaque humain, chaque homme, chaque femme, on a notre propre fierté. Et c'est cette fierté qui va empêcher que la collaboration soit fructueuse. Donc si je veux que la collaboration soit fructueuse, il faut qu'on s'apporte chacun quelque chose. Moi, j'apporte et il m'apporte. Et est-ce que du coup, des fois, tu as eu des équipes donc tu arrives, etc., qui sont pas d'accord sur le constat? C'est-à-dire, bon, ok, on se parle plus ou on travaille pas bien ensemble, mais en fait, au final, c'est pas grave. C'est une bonne question. On a parlé effectivement de cet outil qui est le rapport d'étonnement. Et pour moi, c'est un outil fondamental. C'est-à-dire que ce rapport d'étonnement que je vais présenter à la direction générale, je donne effectivement la primeur aux équipes quand je présente ce rapport d'étonnement et je les implique dans ce rapport d'étonnement. C'est-à-dire que c'est mon rapport d'étonnement, mais je leur demande leur avis, je prends en compte leur avis, et si on n'est pas d'accord, on, je vais faire évoluer ma position, c'est que j'ai mal compris quelque chose. Ok.
Et donc, du coup, ce côté un peu respect des équipes dans le sens où vous- tu montes ce rapport où tu la notes avec eux en fonction du feedback est une première manière de leur montrer que tu fais pas les choses dans le dos et que tu n'es pas là pour les assassiner. Exactement. Et donc, du coup, ça montre une certaine. Une- disons que j'imagine qu'ils pensaient pas que tu ferais ça. Ils pensaient que tu allais juste leur envoyer ça, quoi. Bah, je sais que c'est un point sur lequel on n'est pas toujours d'accord avec d'autres DSI transition. C'est un point dont on a déjà discuté. Euh, il y en a d'autres qui privilégient effectivement les objectifs de la direction générale tels qu'ils sont exprimés et qui vont. Mais moi, il me semble fondamental dans une mission d'impliquer et de responsabiliser les équipes qui sont les seules qui vont permettre effectivement d'aboutir aux différents résultats qui sont attendus par la direction générale. S'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de résultat. C'est très simple. Donc, moi, je pense que la bonne méthode, c'est d'impliquer au maximum les équipes en place. Ce rapport d'étonnement, je le valide avec eux, en fait. Je le valide avec eux et je l'amende en fonction de leur feedback et je le présente à la direction générale une fois que je l'ai amendé et revu avec les différentes équipes. Et ce rapport d'étonnement, c'est le point de base d'un plan d'action. Le rapport d'étonnement priorisé, ça devient un plan d'action. Et donc ça, c'est un des moments clés, je trouve, intéressant dans ce que tu dis, de comment tu crées la confiance par l'exemple et voilà, un truc très pragmatique. Je suis pas certain que beaucoup de DSI ont cette démarche-là de transparence auprès des équipes. Donc, parce que ben, forcément, montrer ce qu'on pense de quelque chose, c'est des fois aussi un peu, enfin voilà, ça crée de la tension, mais en même temps, ça permet aussi d'évacuer si on peut en parler. Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés, comme moments clés comme ça, où tu intègres les équipes et où il y a un avant et un après? Je crois qu'il y a vraiment un avant, un après aussi, puisque je fais un entretien avec chaque personne. Alors, j'ai pas eu à gérer des équipes de 200 personnes, hein, donc je sais pas comment je ferais. Ce serait la méthode, c'est sans doute pas applicable. Je l'ai fait jusqu'à 50 personnes. Ça signifie que je prends un entretien avec chaque personne, quel que soit son niveau hiérarchique, et que je me donne du temps dans cet entretien. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, je prévois pas 1 heure, je prévois 1 heure et demie, 2 heures. Donc ça paraît beaucoup, mais ce que je veux, c'est laisser du temps pour pour être en situation de confiance les, et, les, et, et laisser du temps pour que ce qui est bloqué en fait ressorte. En gros, ce que tu veux dire, c'est que quand tu parles avec les gars, tu te rends compte de non-dits que tu savais pas et qui sont quand même dimensionnants pour construire le futur, quoi. Oui, voilà, exactement, Ok. exactement. Et ça, c'est parce que tu prends le temps de parler avec eux, parce que vraiment le temps et qu'ils se sentent pas piégés pendant une demi-heure sur Voilà, je prends le le temps. meeting obligatoire à faire, quoi. Je me rappelle je me rappelle d'un exemple dans le luxe justement où j'avais un chef de projet qui était résolument contre cette mission de DC Transition, en se demandant de manière très très claire pourquoi pourquoi il devait obéir à enfin obéir, c'est pas le mot, et pourquoi il devait reporter à une personne extérieure,
puisque le DSI transition reste une personne extérieure, même si elle est internalisée dans l'organisation. J'ai passé avec lui 2 heures et demie. On a passé en revue l'ensemble des problématiques. Il avait une vision sur tout un ensemble de problématiques qui dépassaient de son périmètre. Et c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Et on a créé une relation de confiance entre nous. Souvent, il faut prendre du temps. C'est déjà une Voilà, bonne. moi, Un c'est bon comme ça, fait. c'est comme ça que c'est comme ça que je pratique. Ça me paraît important d'être dans le respect des équipes en place. C'est eux qui ont les solutions, c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Moi, j'arrive sans idée préconçue et je mets en musique. Et en fait, mon rôle, c'est de rassembler, de mettre en musique et de prioriser les différentes infos que je vais pouvoir récupérer. Tout ça, c'est dans une phase un peu initiale. Ça, c'est la Après, phase quand le initiale. changement doit s'opérer, hein? Ça, c'est la phase initiale. Ça dure 2 mois maximum, hein. Ouais, mais du coup, quand tu as fait quand tu as fini cette phase initiale-là et que tu lances le changement, comment en fait tu fais passer les équipes d'une phase d'échange et de compréhension et de partage du constat à une phase d'action? C'est quoi le moment qui crée ça? Comment tu le crées un peu fort cet événement? C'est toujours dans la collaboration et dans dans l'application des équipes. Je vais, j'ai un exemple qui est intéressant à ce propos. Là, je suis dans le monde agricole, une grosse coopérative, et un des points majeurs, c'est que l'informatique c'était il y a 5 ans, hein, n'a pas fait le saut des nouvelles technologies. C'est-à-dire tout ce qui est Internet, applications smartphone ou autres, c'est pour le moment inconnu de la DSI. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les métiers commencent à développer des applications Internet de leur côté avec leurs prestataires et ça devient très vite un gros bazar puisque il y a aucune coordination dans ces différents projets qui sont issus des métiers. Donc moi ce que je fais, j'arrive dans cette situation. Première chose, j'arrête tous les projets qui sont en cours et qui sont lancés par les directions métiers, puisque le problème de ces projets, c'est que c'est très vite, on veut les intégrer au système d'information existant et c'est là où ça commence évidemment à plus du tout fonctionner. Et puis je mets en place, avec une vraie volonté des différentes personnes impliquées, je mets en place un programme de formation dont l'objectif est de faire d'une équipe d'une dizaine de développeurs qui sont des développeurs sur des technologies client-serveur et d'en faire des développeurs web en 6 mois. C'est un vrai Ok, challenge. Ça, c'est un vrai challenge. bon challenge. Ouais. Et ça, c'est un C'est super clair. challenge. C'est un super challenge Mais, humaine. vis-à-vis des équipes qui doivent s'impliquer sur ce changement tout en travaillant sur l'existant, évidemment. Bien sûr. C'est un vrai challenge vis-à-vis de la direction, puisqu'on va leur expliquer que pendant 6 mois, on ne va pas délivrer. On va tout juste maintenir le système existant. On ne va pas lancer de projet et on lancera les projets dans un deuxième temps. Oui, faut être force de persuasion pour expliquer cela. Ça, c'est clair. Et, en fait, Ça peut être qu'est-ce compliqué. qu'il y avait comme choix? Il y avait ça comme choix. De, de, le deuxième choix, il était clair, c'était on lançait un plan massif d'embauche en nouvelles technologies et, et on licenciait les équipes en place.
Troisième solution, troisième solution, on faisait une sous-traitance même massive de différents projets, alors qu'il y avait dans cette entreprise une forte culture du développement interne. Donc le challenge, c'était de concilier la culture actuelle de l'entreprise avec les besoins plus que nécessaires d'évolution. Ok, écoute, Franck, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on arrive à la fin de l'interview? Est-ce que tu as un point sur lequel on n'a pas discuté que tu aimerais aborder ou un point sur lequel tu aimerais revenir? Moi, ce que je dirais en synthèse, dans une mission de DSI transition, il y a clairement trois phases. La première phase, c'est la phase de découverte et d'élaboration du plan d'action avec le rapport d'étonnement. Là, je dirais, c'est la phase la plus intense et la plus intéressante. C'est ce qui me motive dans une mission, en fait. La deuxième phase, c'est la phase de construction, de suivi du plan d'action. C'est une phase qui est aussi super intéressante parce qu'on fait changer les choses. Et puis effectivement, il y a cette troisième phase dont on n'a pas parlé. C'est la phase où on s'en va. Et là c'est toujours un peu difficile finalement. On a construit une relation avec des personnes, avec une entreprise, avec une organisation. Et puis vient le moment de partir et c'est toujours un peu difficile. Et on repart sur notre aventure. Mais c'est quand même le choix que tu avais fait. Donc, mais c'est super intéressant. Voilà, donc c'est un vrai choix, ouais, tout à fait. Mais on part pour partir sur une autre aventure. Voilà, c'est un métier d'aventure en fait. Pour moi, le défi de transition, c'est un métier d'aventure. eh ben, écoute, c'est une très belle conclusion, Franck. Je pense qu'on est bon. On restera sur un métier d'aventure, un métier humain avant tout. Ouais, c'est ça, un métier humain avant tout. Alors, un métier humain où la compréhension de la technique est super importante. On ne demande pas au DSI de transition d'être un technicien, on lui demande de comprendre les problématiques techniques, de faire avancer, d'avoir des bonnes pratiques, de challenger les équipes. Donc la technique, elle est toujours là, l'organisation, mais il s'agit vraiment de l'oublier par certains moments. C'est la base du métier, c'est de bien comprendre toutes les architectures, toute la complexité pour pouvoir vraiment comprendre les enjeux des équipes, etc. Mais c'est pas le cœur de la mission ensuite, puisque ça reste les équipes et les hommes et femmes qui la composent. C'est bien ça? Exactement. C'est bien résumé. Écoute, j'écoute avec attention, donc à la fin, il faut que je synthétise bien, Franck. Fais de mon mieux. Bah, si tu écoutes avec attention, alors je te conseille d'aller voir du côté de cette. C'est pas une technique, c'est ce qu'on appelle la communication non violente, la CNV, où tu as des techniques d'écoute très intéressantes. Je me suis formé à mais ça. je me le note et je pense que ça va être super intéressant. Si les auditeurs ont des enjeux, des challenges sur la gestion des équipes et les difficultés et qui s'intéressent à ce type de communication, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Bien sûr. Bon, mais top. Eh bien, écoute, ils diront qu'ils viendront du podcast, comme ça, moi, tu sais d'où ils te connaissent et c'est toujours plus intéressant. Merci Franck pour ton temps, merci pour tout. Merci Bertrand. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tapant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao!